Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, vous les contributeurs de notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon. C'est en effet grâce à vous et à vous seulement que nous pouvons dorénavant continuer à vous proposer nos émissions. La monétisation de nos vidéos est trop faible sur YouTube pour cela et nos sponsors, oh quelle surprise, se font de plus en plus difficiles à trouver. Je ne vous cache pas non plus qu'entre les procès à répétition, que nous gagnons pourtant tous les uns après les autres, mais qui nous obligent à nous défendre et donc à devoir avancer des frais d'avocat dont on est rarement intégralement remboursé, eh bien, il devient de plus en plus difficile de continuer à vous proposer ces émissions. C'est pourquoi on a plus que jamais besoin de votre soutien pour faire face à ces procédures bâillons, comme on dit, et surtout pour pouvoir continuer à inviter de vraies personnalités incorrectibles tout en évitant aussi la censure toujours plus pressante sur cette plateforme. Et j'aurai la délicatesse de vous épargner les messages d'intimidation en privé envoyés ou d'insultes en public de nos détracteurs qui semblent autant nous détester, ainsi que nos émissions, qu'ils sont motivés à en faire la promo. Bon, ça, surtout qu'ils continuent, ça nous évite des frais d'attaché de presse, le fameux effet Streisand. Bon, on en vient à notre nouvelle émission d'aujourd'hui avec un invité qui n'a pas la langue dans sa poche et c'est peu dire, ainsi que dont l'actualité n'a jamais été aussi riche. C'est la troisième fois, écoutez bien, qu'il vient nous rendre visite et à chaque fois ses interventions ont été des cartons d'audience. Son sujet de prédilection, le combat de sa vie, on peut le dire dorénavant, c'est la lutte contre la pédocriminalité. La dernière fois qu'on l'avait reçu, c'était juste avant la présidentielle pour nous présenter son documentaire Choc 1 sur 5. On est ravis de le recevoir à nouveau. Carl Zéro, bonsoir. Oui, je suis essoufflé. C'est du lancement, c'est du lancement, mais en même temps, non, mais... c'est bien, tu as fait un appel aux dons, et c'est vrai que... J'ai pas spoilé, on te voit arriver juste à la fin. Ce qui est important, c'est de dire qu'effectivement, comme on n'a plus aucune place nulle part, dans aucun média, il faut bien qu'on arrive à vivre. Les gens ne comprennent pas, donc merci de le faire remarquer. Là-dessus. Et ton truc Utréon, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ça. Mais il y a Maïsto aussi dessus. Oui, il y a Maïsto, il y a tout le monde va sur Utréon. Il y a TVL, il y a tout le monde. Donc c'est comme une espèce de YouTube, mais payant. C'est un YouTube mélangé à un Patreon. C'est-à-dire c'est Patreon. Si tu veux, c'est le Patreon, c'est le Tipeee version américaine, donc ça pèse une fortune, mais où il n'y a pas de vidéo, et donc on permet à des gens de contribuer à leurs vidéos sur la même plateforme. Et ça te permet de continuer à exister. Eh bien aujourd'hui, je le dis, c'est l'unique, si tu veux, moyen qu'on a de financer les productions de ces émissions, puisque les gens ne le savent pas, mais on est diffusé nativement sur YouTube. Donc on n'a pas de première diffusion sur un média, donc c'est notre seule source de revenus, un peu comme toi, ta Web TV dont on va parler. Alors Charles Carzero, vous êtes bon. Bon, je vais te tutoyer après tout, oui, puisque c'est ta marque de fabrique. C'est la troisième fois qu'on se voit en plus. C'est vrai. Et puis juste avant que ça tourne, là, tu me tutoyais. C'est vrai. Tu vas pas reprendre les trucs des médias mainstream que tu dénonces. C'est vrai, tu as raison. Bon, on se tutoie, on est des gens normaux. Et puis c'est ta marque de fabrique, toi tu as toujours tutoyé tout le monde sans les connaître. Oui, bien sûr. Ça t'a pas valu des gens qui le prenaient pas trop mal? Non, il y en a pas qui se sont dit, écoutez, moi je suis quand même... Non, je vais te dire, quand j'ai commencé à faire des documentaires de faits divers, j'ai arrêté de tutoyer les gens. Ah, ouais. Parce que là, j'avais du respect. Oui. C'était les politiques que je tutoyais. Tu veux dire que pour toi, le vouvoiement était véritablement une marque de respect? Oui. Alors que... quand tu es en face de quelqu'un qui a été violé enfant ou qui est un proche de victime ou une maman qui a perdu son fils... Tu vas pas au tutoiement. Tu vas pas au tutoiement. Alors qu'en revanche, le ministre qui a 40 casseroles sur la gueule... Au contraire, ça va, patate, machin. Non, mais au contraire. Là, c'était le petit plus de l'émission. Bon, l'autre petit plus, c'est Joyeux Noël, Thérèse. Ah, ça te moque pas de Noël. Parce que Noël... Non, mais je me moque pas du tout. Noël, c'est quoi? Pas du tout. C'est la naissance. On est diffusé le jour de Noël, donc je me moque. Mais je sais bien. Tout, au contraire. Au-delà du sapin et du Père Noël et autres conneries et des cadeaux au pied du sapin qui font plaisir, mais malgré tout, c'est la naissance de Jésus. Or, qu'a dit Jésus? Ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le ferez. Tu vois le lien avec la pédocriminalité? Tu me regardes comme si j'étais issu d'une secte. C'est la naissance. C'est dans les évangiles. Bien sûr, c'est dans les évangiles. Dans les 4. Donc ça les a marqués. Tu es pratiquant et croyant? Je suis pratiquant pas autant que je voudrais, croyant tout à fait. Après, j'ai été athée longtemps. Et puis vers 30-40 ans, j'ai commencé à douter de... Putain, c'est marrant, tu n'as jamais fait partie d'obédience, de franc-maçonnerie et autres? Oh là. Non, je vais te dire, je reçois même des messages... à la télé, Non, je reçois des messages extraordinaires venant de ce genre d'obédience. La veuve s'impatiente. Ça veut dire quoi, ça? Il paraît qu'entre eux, quand ça va mal écrit « À moi les fils de la veuve », s'ils m'écrivent « La veuve s'impatiente », c'est qu'ils ne sont pas contents. Ah oui, d'accord. C'est en subliminal pour dire... Pour dire oh, « Tu vas te calmer ». Alors que
loin de moi l'idée de dire que tous les francs-macs de France et de Navarre sont des pédophiles. Je dis juste un truc que je leur ai déjà dit en face. Tu dis même surtout pas, j'espère, parce que là, sinon... Non, je leur dis, je leur dis un truc, c'est que vous vous protégiez les uns les autres, que vous fassiez la courte échelle, que vous fassiez un lobby ensemble pour mieux réussir, pour passe-moi la moutarde, je te passe le séné, très bien. Tous les lobbies font ça, toutes les communautés font ça, j'ai rien contre. Mais en revanche, quand l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a un problème de pédocriminalité, au lieu de le couvrir... Il y en a eu ou pas? Il y en a eu. Mais évidemment qu'il y en a eu. Et au lieu de le couvrir... Tu as la preuve de ce que tu dis là? Attends, mais de quoi on est en train de parler là? Non mais moi je me borde en cas de procès de diffamation parce que je suis solidaire de ce que c'est vrai que t'as dit que t'avais du mal à rembourser tes frais. Si tu veux là ça commence à être... ok, je dis pas trop de trucs, mais bon, c'est vrai que parfois ils ont tendance à se couvrir. Ben, c'est facile. Quand tu as quelqu'un qui est à la fois juge et partie, évidemment... Non mais sans donner de nom, toi tu as la preuve que certains... Mais oui, ben, bien sûr. Machin a fait une connerie. Cette connerie, il se trouve que c'est par exemple, il a couché avec une mineure. Ses frangins vont le couvrir si jamais il risque d'avoir des problèmes. Ça veut dire il va, comme par hasard, tomber sur un gendarme qui sera FM et qui l'enverra vers... le juge sera FM et le verdict sera FM. Et, tu veux un exemple récent? Le mec à Dijon, le juge à Dijon qui vendait sa petite fille de 12 ans, tu vois, aux pédophiles en disant « Qui veut coucher avec ma fille ?» machin. Il a pris du sursis et 1 an. Ils ont rejugé, il a plus que du sursis. Tu vas pas me dire que c'est le fruit du hasard. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Moi, je te dis, j'ai rien contre la franc-maçonnerie. Ils ont leurs idées. Le grand architecte. T'es en train de dire, ce qui m'emmerde. Ce magistrat-là qui a été condamné, même avec du sursis, on ne sait pas s'il était ou pas membre de ce que tu décris là. D'accord. Non, mais tu as des infos là-dessus, toi? D'accord. D'accord. Écoute, tu gardes la responsabilité de tes propos. D'accord. Alors, mon cher Karl, joyeux Noël, joyeux Noël, voilà, joyeux Noël, Thérèse. Putain, Eric. Non, mais tu t'es ratatiné avec le temps. Mais non, je me ratatine pas. T'as peur des procès, t'as peur de tout. Mais non, mais aujourd'hui... On doit changer... Non, on doit changer les choses, au moins dans un domaine que j'ai choisi. Non, mais tu sais que ça s'appelle la procédure Bayon. C'est-à-dire qu'on te harcèle de procès en diffamation. Tu as connu ça, c'est pas toi que je vais l'apprendre. Oui, toi, t'avais le salaire de Canal derrière, excuse-moi. Tu pouvais faire ça, c'était même Canal. Aujourd'hui, j'ai aucun salaire et je fais très attention. Et voilà, c'est la vie, c'est le risque. Quand on dit on va dire des trucs, si on dit pas de trucs, alors les gens ils vont dire ils servent à quoi? Non, il faut juste avoir la certitude qu'on a les preuves derrière. Voilà. Donc, mais attends, quand j'ai raconté la vraie histoire de Fourniret, j'ai pas eu de procès derrière. Hein. Ouais. Quand j'ai parlé de Lelandais, j'ai pas eu de procès derrière. Non, mais c'est pour ça. Donc moi, je jouais juste mon rôle d'objecteur pour te permettre d'aller plus loin. Alors, de conscience. Mon cher Karl, donc tu es un habitué, je l'ai dit, de ce canapé orange très joli, au demeurant. Nous faisons ce qu'on pourrait appeler une sorte de point d'étape aussi sur ce sujet hautement sensible dont on va évidemment parler longuement. Et qui a bien monté, tu notes, depuis qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai. Peut-être 1 an qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Ça a pris. Alors, ce soir, je te propose de commencer par aborder l'actualité qui est donc la tienne et elle est double. Alors d'abord, c'est le lancement, c'est l'événement de ta web TV. Elle s'appelle carl0.tv. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. J'ai eu l'occasion d'accéder au catalogue des films et documentaires proposés. Et je peux dire, donc vous qui nous regardez ce soir, je peux vous dire que vous allez découvrir de nombreuses choses que vous ne verrez pas et n'entendrez sans doute jamais ailleurs, sauf sur cette chaîne. Et sur cette chaîne, Les Incorrectibles, puisque tu vas nous en parler, ainsi que sur Les Incorrectibles sur Utreon, justement. Alors pour commencer, est-ce que tu peux, mon cher Karl, nous raconter la genèse de cette chaîne carl0.tv? Elle est en ligne depuis quelques jours seulement. Oui, ça fait 10 jours. Ouais. Déjà, on l'a lancé, on avait fait un crowdfunding sur Tipeee, on avait 2000 abonnés, et là, on est à 3000 abonnés. Donc on est content, et ça prouve que les gens... 5 € l'abonnement? 5 € par mois, voilà. D'accord, ou par an? 50 par an, mais avec la possibilité de t'en aller, évidemment, quand tu veux. Hein, tu vois, t'es pas pieds et poings liés. Simplement, pourquoi cette chaîne? Parce qu'il y a beaucoup de docs, quelques fictions, mais beaucoup de documentaires qui ne sont pas visibles ni sur YouTube, ni sur Daily, ni sur quoi que ce soit,
qui ont été faits par des journalistes extraordinaires qui vivent aux quatre coins du monde. Ça vient vraiment du monde entier. Et qu'il faut qu'il y ait un endroit où les gens qui veulent comprendre le phénomène de la pédocriminalité puissent se retrouver pour voir ces documentaires. Donc, pourquoi faire payer les gens ? Simplement parce que moi, les films, je suis obligé de les dealer. Donc, j'ai une boîte qui deal les films. Ensuite, d'acheter les droits pour les diffuser. Ensuite, de les traduire en sous-titres, de façon à pouvoir ne pas me faire attaquer après parce que j'ai diffusé tel ou tel ou tel. Et tu obtiens l'exclusivité de ces J'ai l'exclusivité sur Internet pour 3 mois. D'accord. Je la demande pour 3 mois et puis avec des clauses éventuellement de prolongation. Mais ça me permet aussi, le fait de dire 3 mois, c'est de renouveler souvent. Ça coûte cher en plus. Je sais pas. Évidemment que ça coûte cher. Donc, mais l'idée, c'est d'arriver à mettre sur la chaîne 7 ou 8 nouveaux films tous les mois pour renouveler. Puis, tant qu'à faire, puisque c'est une micro-plateforme VOD, c'est le tout petit Netflix de niche, tu vois, parce que c'est vrai que tu dis, mais pourquoi je vais me relever la nuit pour aller regarder un truc qui fait peur en plus, tu vois, la pédocriminalité, bon, je ne demande pas aux gens, c'est à consommer avec modération, il ne faut pas le regarder tous les soirs, parce que c'est pas très marrant, mais c'est un truc de prise de conscience et c'est un truc de militant, vrai. Si vous voulez nous aider à faire bouger les choses, ben, c'est en regardant, en informant, bon, c'est la meilleure méthode que j'ai pu trouver. Parce que YouTube, à un moment, quand tu vas piquer un film à droite ou à gauche, tu te fais piquer toi-même et YouTube le retire ou alors te supprime carrément le truc. Donc, si tu as ta plateforme, ben, tu es chez toi et donc les gens peuvent venir en confiance. Et puis, j'ai voulu faire un média en même temps parce qu'il se passe des tas de trucs. Moi, je suis en contact avec vraiment beaucoup de gens. Et tu n'es plus invité dans les médias mainstream, c'est incroyable. Ah non, jamais. C'est incroyable ça. Jamais. Tu allais encore chez Pascal Pro sur CNews, mais. Oui, mais la dernière fois, j'ai fait un numéro sur Le Landais, Fourniret et l'affaire Allègre. Alors tu disais que moi je me décomposais en début d'émission, lui je crois qu'il en était. Il s'en est pas remis, je suis jamais. Ouais. Non, il y en a un qui m'invite encore, c'est Hanouna. Ah, oui. Hanouna, faut lui reconnaître. Ouais. Non, il m'invite. Mais les autres, c'est terminé. Donc là, il va t'inviter, tu crois Ah, il va m'inviter, bien sûr. Mais c'est pas, si tu veux. Bon, après, on pense qu'on veut de son émission, mais au moins. C'est intéressant, le moment où il est un peu dans la bourrasque. Non, mais il y a une liberté. Ce qui se passe. Il y a une liberté de ton. Cyril, après, tu penses quoi, Cyril Hanouna? Alors là, c'est l'ancien animateur de télé qui te parle. C'est un très bon animateur de télé. Après, parfois, il se lance dans des trucs où après, il y a des erreurs comme le coup de célébrer la meilleure audience le lendemain de Lola, tu vois, bon. Mais il le sait, il sait. Mais dans la vie, on fait des conneries tous. Ça, c'est pas grave. C'est un super bon animateur, je suis désolé. Et il est ouvert encore, tu vois. C'est vrai que, pourquoi... Bon, Ruquier, il a disparu maintenant, mais il m'a quand même jamais invité. Bah, Ruquier, je sais pas si t'as vu l'audience de Ruquier sur Paris Première, ça fait moins qu'une vidéo sur... Oui. Enfin, non, mais surtout, en fait, tu sais, maintenant, les gens, ils sont pas cons. Il n'y a plus que des gens qui ont, je sais pas, 95 ans, qui sont devant la télé. La télécommande ne marche plus. Donc, ils mettent la télé, puis ils regardent la télé comme ça. Mais les gens ne regardent pas la télé, ils nous regardent. Parce qu'ils savent que nous, on dit moins de conneries que les autres. Surtout ça, en fait. Il y a un rejet de la part des Français de ce qu'ils peuvent voir sur les médias officiels. Et donc, il devrait y avoir, au sein des rédactions, des prises de conscience et des réunions. Ils aiment bien faire des réunions, d'agitprop, du SNJ, pour dire, les gars, on roule sur la jante. On est la voix de son maître. On devrait, à un moment, ouvrir à d'autres thématiques et se permettre de dire des choses qu'en haut lieu, on n'a pas le droit de dire. C'est-à-dire le pouvoir politique, ou alors les milliardaires, les drahis et tout ça, qui possèdent tout. Faut quand même, sinon, il y a une telle dichotomie entre ce que pensent les Français et ce qu'on voit dans les médias que, en fait, nous, on engrange pendant ce temps-là parce qu'ils viennent nous voir, ils nous comprennent, ils nous écoutent. Parce que nous, au fond, on fait pas semblant. C'est-à-dire, tu vois, moi, j'ai jamais voulu de carte de presse, j'ai jamais été journaliste, mais je me suis jamais senti aussi journaliste qu'aujourd'hui, en réalité. Ça ne veut plus rien dire d'ailleurs. Mais si, journaliste, ça veut dire je vais voir, je parle avec les gens, je raconte, j'ai un avis, je suis subjectif et je dis ce qu'il faut penser. C'est mon avis, c'est pas l'avis de mon rédac-chef ou du patron ou du grand directeur de la chaîne. Voilà, bon, pardon, c'était ma petite colère. Non, mais pour revenir donc à cette actualité... La petite colère. Le contenu de cette Web TV, il sera, en tout cas pour le moment, spécifiquement orienté uniquement sur ce sujet de la pédocriminalité où tu te réserves aussi le droit de pouvoir parler d'autres sujets. Oui, en fait, oui, parce que je suis en train de négocier des droits d'autres documentaires sur d'autres sujets. Mais je veux, dans un premier temps, parce que l'appel, je l'avais fait autour de ça, et je veux que ça soit la plateforme de la lutte contre la pédocriminalité. Mais dans un deuxième temps, il y a évidemment des tas de thématiques adjacentes extrêmement intéressantes
que je traite déjà dans le magazine L'Envers des affaires, et je veux avoir la possibilité, évidemment sur la plateforme, de diffuser des documentaires ou des fictions qui n'ont pas droit de citer ailleurs. Là, on a un film, par exemple, qui est une fiction, A Child Voice, commandé par Amazon. Ils l'ont mis un jour en ligne. Et ils l'ont retiré quand ils ont vu le film du mec. Ils ont dit, ouf, ça parle de réseau pédocriminel. Et ils l'ont retiré. Moi, je lui ai racheté. Tu vois, c'est incroyable quand même. Ça veut dire que même dans les GAFA, ils font gaffe. Si tu avais à faire un pitch pour convaincre des gens d'aller justement s'abonner à ta chaîne, ce serait lequel ? Ça serait si vous êtes révolté, comme moi, par l'inanité des pouvoirs publics, en France notamment, qu'on appelle pédolande. Si vous êtes révolté par la pédocriminalité, parce que quand même on a eu des promesses, et finalement la montagne, comme toujours, a accouché d'une souris. On n'a rien de concret. Il y a toujours 200 gosses qui se font violer par jour. Il y a toujours l'inceste, il y a toujours les réseaux, il y a toujours les cyberpédocriminels. Il faut que ce soit la Team Moore en France qui fasse le boulot des flics. À la Team Moore, ils sont 50, ils font plus de boulot que les 20 cyber-policiers. Tu vois, et c'est eux qui envoient des faux profils de petites filles. Alors le prédateur, il répond. Et puis il lui envoie des photos de sa bite, et machin, et il veut la rencontrer, et au moment où il va la rencontrer, hop, la Team Moore arrive, il serre le mec et le remet au policier. Ils font le boulot. C'est des citoyens ordinaires qui font le boulot. Donc la plateforme, c'est pareil. Le boulot, normalement, de service public, serait de faire des films, de faire des documentaires sur cette thématique. À la place, on a quoi ? On donne du pognon aux fact-checkers qui vont dire « Ah, c'est du complotisme, gna 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 gna. Complotisme, mon cul !» S'ils ont des enfants et que leurs enfants se font violer, ça sera toujours du complotisme. Soyons sérieux. Ah, tu sais que nous, on est tous les deux dans le viseur d'un site qui s'appelle Conspiracy Watch. Alors, on a le droit à notre article à chaque fois. Je pense qu'on y aura encore le droit. C'était pour l'affaire Colonna, la dernière fois qu'on y avait eu droit tous les deux. C'est des farceurs. Comment tu décris tous ces fact-checkers autoproclamés C'est des guignols. Pour certains subventionnés, on ne se connaît pas. Voilà, la Conspiracy Watch, je leur pose la question. Ils ne veulent pas répondre à ma question. La DILCRA non plus. Ils les subventionnent, on ne sait pas combien, chaque année. Ils sont subventionnés. Ce sont de piètres agents d'un système déclinant et qui a peur. Voilà ce que c'est. Bon, bah ça c'est dit. Quel a été le déclic, Karl Zéro, pour que tu t'intéresses à ce sujet en particulier ? À titre personnel. Le premier, évidemment. Non, le premier, c'est évidemment l'affaire Allègre. Ah, Allègre. Allègre, parce que dans la célèbre affaire Allègre-Baudis, lors d'une interview de Fanny, ex-prostituée, elle me raconte que quand elle a 16 ans, on lui a dit à la célèbre Maison du Lac de pas aller au deuxième et de pas ouvrir telle porte. Elle y va quand même parce qu'elle a 16 ans et qu'elle ne se rend pas compte, et que là, elle voit son magistrat d'une cinquantaine d'années à l'époque, qui est son petit ami, en train d'attacher une fillette qui a entre 10 et 11 ans à un radiateur et qui n'a pas de poitrine. Et elle voit ça, elle fait gloup, elle referme la porte, elle se jure de jamais en parler. Elle en parlera finalement 2 ans plus tard au gendarme Roussel, lequel sera immédiatement muté à Rabastens pour élever des poules et verra sa carrière de gendarme terminée. Et quand finalement j'arrive... Certains finissent pas avec peut-être une balle dans la tête. Jambert, les 2 balles dans le dos, suicide inouï et inexplicable. Non, si tu veux, là je comprends qu'il y a un problème. Moi je vais au bout, je balance tout, à la télé, je suis viré. Ok. Donc d'un coup tu passes de All Access, genre... Il y avait Elvis, Johnny et Karl Zéro dans la vie. Bon, tu vois, d'un coup, t'es juste plus rien. Mais rappelle-moi, t'avais été viré, c'était à cause de ça. Ah bah ouais, c'est-à-dire que, Dominique Baudis était président du CSA. L'équivalent de l'ARCOM aujourd'hui pour les gens qui nous regardent. Et c'est lui qui avait droit ou de mort sur la concession donnée à Canal+. Et donc il a demandé ta tête ? Mais putain, pendant 3 ans. En plus, la direction avait changé. Les mecs qui étaient intelligents... Et qu'il a eu au final, les mecs intelligents de Greff, Lescure, ils s'étaient barrés. Là, c'était le bégon vert, mais eux, et donc ils se faisaient bombarder d'appels de l'autre. Au bout d'un moment, dehors Karl Zéro, voilà. Alors que je n'avais pas démérité. Mais enfin, peu importe. Et au fond, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de sortir de ça et de revenir à la base du journalisme, c'est-à-dire vraiment aller au contact. J'ai choisi évidemment les faits divers. Parce que les faits divers, c'est beaucoup d'affaires de pédocriminalité, et ça m'a permis de comprendre de l'intérieur le système des réseaux. Oui, tu étais même là avant entrer l'accusé, avant toute cette émission. Bien sûr. Et de là, j'ai rencontré Omer Asselier, Serge Garde, Innocence en danger, et de là, on a fait d'abord un premier doc qui s'appelle Le fichier de Zandvoort,
qui est un doc qui est fédérateur, que tu peux regarder sur YouTube, il est en accès libre. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est long à expliquer. Et puis ensuite, on a voulu faire le film sur Outreau, et là, la chaîne a dit non. Donc on l'a fait finalement de notre côté avec l'aide, et là c'est sympa, de la Villardière qui a accepté de... Alors, Innocence en danger avait de l'argent, mais lui, il a pris la prod. Et puis on a fait 1/5 le manifeste, et puis on a fait 1/5 le film, puis on a fait le film 1/5 face au candidat, où ton ami Zemmour n'a pas daigné venir. Arrête de dire ça. Alors, permets-moi de me fâcher un coup sur lui. Non, je ne sais pas si c'est ton ami. Mais en l'occurrence, Zemmour... Non, tu dis ça parce que je l'ai reçu, et j'invite les gens à regarder dans Bistro Liberté, une autre chaîne qui s'appelle TVL, mercredi dernier. Donc voilà, c'était une private joke. Merci, Carl. Enfin, je ne vais pas faire de la promo pour Zemmour. Parce que Zemmour, quand on a fait 1/5 face au candidat, il m'a répondu par un texto. Bref, ça ne fait pas partie de mes thèmes de campagne, de parler de ce qu'il advient des enfants. Et vous voulez dire peut-être pas thème prioritaire, c'est ça que tu voulais... Alors, si ça, c'est pas prioritaire, je ne vois pas ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est plus prioritaire que les gosses? Qu'est-ce qui est plus prioritaire? Dis-moi, vas-y. Mais il y avait que lui qui t'a pas répondu? Ah non, il y en a d'autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y en a Je d'autres. veux pas me faire le défenseur de Zemmour, mais bon. Sauf que... Il y avait peut-être d'autres raisons. Sauf que... Peut-être que tu avais un passif avec lui. Quand la petite Lola est assassinée, qu'est-ce qu'il fait, le Zemmour? Il lance deux sites dédiés à Lola, où il met déjà en vente des coussins. Tu parles du nom de domaine, non, qui avait été... Non, excuse-moi, il y avait déjà la photo des coussins à l'effigie de Lola, le sac à dos Lola, le machin, il organise une manif pour Lola. Pourquoi? Parce que celle qui a tué Lola, en tout cas qui est présumée avoir tué Lola, et présumée l'avoir tuée seule, ce à quoi je ne crois pas, on y reviendra si tu veux, elle est algérienne. Sans papier. Alors là, Zemmour, il sort du bois. Tout d'un coup, il a une histoire à raconter. Mais Fourniret, qui est ardennais, pas un mot. Le Landais, qui est de Savoie, pas un mot. Pourquoi? En fait, il utilise une affaire qui est une affaire gravissime, celle de la petite Lola, pour faire sa propre pub et vendre des coussins à l'effigie de Lola. Il se ridiculise. Si tu veux que je te dise d'autre. De ça parce que là, pour mais ça a été retiré vite fait. Au bout de 3 jours, il y a eu une levée de bouclier. On a tous gueulé sur Twitter et tout. Et alors, ils ont vite retiré leur site et leurs coussins, ils se les offrent entre eux à Noël. Bon, on va éviter en effet de plaisanter là-dessus, mais... Mais on ne plaisante pas, c'est du pur foutage de gueule. C'est un exemple de foutage de gueule. C'est utiliser un truc comme petit planche de surf pour surfer sur la vague de la pédocriminalité quand on n'a jamais voulu ni en parler, ni mouiller sa chemise, ni quoi que ce soit à ce sujet. Alors excuse-moi, mais là je vais me faire encore, pour te faire réagir, aussi l'avocat de ceux qui vont peut-être te dire aussi à toi que tu fais aussi ton beurre sur ce sujet et que c'est peut-être super indécent. Je suis sûr qu'ils vont traiter de complotistes. Là, je parlais de Conspiracy Watch. Je serais pas étonné que demain, pas mal de fact-checkers disent, voilà, ils vont aller regarder carl0.tv, vont dire, voilà, c'est une machine à ce que Carl Zero se fasse du fric, quoi. On se fait pas une thune. Tu sais pourquoi? Non, parce que quand tu fais ça, quand tu fais une entreprise comme ça, tu achètes... Non, mais je réponds parce que c'est une question effectivement qu'on va me poser. Ouais, tu veux payer 5 €, c'est pour te payer une Rolls et une Rolex. Mais mes couilles, oui. Chaque film, il me coûte entre 1500 et 2000 €. Un abonné, c'est 5 €. Tu te rends pas compte. Et moi, en plus, sur cette plateforme, maintenant, je fais des vidéos. Donc là aussi, je paye des gens. J'ai une équipe. Voilà, toi, tu payes nos amis qui sont là à filmer. Il y a une équipe. C'est bien de le souligner. Non, mais t'as pas rien sans rien. Donc, crois-moi que si je voulais faire du business et me faire des couilles en or, j'aurais pas choisi le combat contre la pédocriminalité. Je l'ai fait par conscience, je l'ai expliqué 50 fois. Je l'ai fait parce que, en gros, ma carrière, elle est finie. J'ai 60 piges et j'ai envie de faire quelque chose de grand. Pourquoi moi? Je sais pas, ça m'est tombé dessus. Il y a eu cette affaire Alleg, il y a eu la suite, il y a eu tous ces faits divers, les rencontres, les reportages, et j'ai compris qu'on avait un problème massif. Et je me suis dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui porte la voix, alors il y aura plein de gens qui portent la voix. Je dis pas que je vais être le chef, je m'en fous d'être le chef. Emmanuel Macron, il prend ce sujet au sérieux selon toi? Oui, Emmanuel Macron, c'est un comédien, donc il fait, on vous écoute, on vous croit. J'ai envie de pleurer, j'ai mal au cul. Attends, mais me fais pas marrer, bien sûr qu'il le prend pas au sérieux. J'ai essayé, avec Omer Assélier, durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron... T'aurais pu t'adresser peut-être à la première dame. Mais attends, j'y vais. J'ai donc envoyé des messages, des SOS à Chiappa à l'époque, en disant il faut faire quelque chose pour les enfants, vous faites pour les femmes, le mouvement MeToo, bravo, faisons pareil pour les enfants.
Ok, je vous invite à déjeuner. Nous voilà à déjeuner avec chez Marlène, enfin au ministère, avec Oméra, et on lui raconte, on lui fait 1 sur 5 en live. On lui raconte, voilà, il y a l'inceste, la pédocriminalité, les problèmes au sein des institutions qui couvrent à chaque fois qu'il y a un vilain petit canard, que ce soit l'éducation nationale, les ASE. Bon, enfin, je ne vais pas refaire le schéma global de tout le truc. Elle nous écoute, elle prend des notes. Il y a d'autres petits gars autour d'elle avec des costumes The Couple. Ils prennent des notes, ils sont tous formidables. Et à la fin, elle me dit, bon, bah, oui, mais ça va être un peu compliqué. Mais enfin, bon, j'appelle Brigitte. Brigitte t'appelle. Je dis, la première dame va enfin réagir, parce que c'est son rôle, normalement. Et puis, aucun appel ne vient. Aucun appel, rien. Allô, Brigitte, appelle-moi. Elle ne m'appelle pas. Et puis, finalement, par la bande, à Chiappa, je finis par comprendre que, bon, il y a un léger problème. Quand même, et ça, tout le monde s'en rend compte, quand elle l'a rencontré, à l'école, elle était prof, lui, il était élève, et il était très jeune. Alors, l'histoire officielle nous dit 17 ans, il semble que ça soit plutôt 14. Mais, et alors ? Ok, bah c'est comme ça, c'était une autre époque, on peut admettre, c'est pas pour cette raison-là, en tout cas, j'espère qu'ils ne bougent pas. Alors là, après, ils ont nommé Taquet. Mais Taquet, il n'a servi à rien. Bon, après, il n'y a plus de Taquet. Et là, on a la Civise, donc avec le juge Durand et différentes personnes autour de lui qui réfléchissent, dont Arnaud Gallet, qui est un mec formidable, qui anime le mouvement Bibrève France, et ils sortent des trucs, mais c'est un peu des bulles du pape, c'est-à-dire c'est pas des décisions, c'est des propositions. Et je crois qu'en novembre 2023, là, le gouvernement se penchera avec sérieux sur les propositions. Mais en vrai, dans les faits, dans les prétoires, dans les commissariats, dans le recueil de la parole des victimes, aujourd'hui, rien ne change. Rien du tout dans les faits. Rien. Alors on gueule. Moi, je pensais qu'on allait gueuler 1 an, 2 ans. J'ai l'impression qu'on va gueuler pendant 10 ans. C'est pas possible. Il faut que ça change. Ou alors, c'est que tout le monde a compris qu'il y avait un problème avec ça. Alors Karl, sur cette web TV, donc karl0.tv, je rappelle, on peut lire 2 phrases, notamment la première, liberté de ton, le maître mot, c'est ça, liberté de ton de cette web TV. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de liberté de ton sur ce sujet en France? Première question. Et puis il y en a une deuxième tout de suite, j'enchaîne, qui est nous admirons celles et ceux qui prennent des risques pour enquêter et révéler la vérité. Qu'est-ce que risque un journaliste qui se mettrait à parler de cela dans les journaux mainstream? Voilà, 2 questions. Alors, je réponds d'abord à la deuxième. En vrai, mais c'est la réponse à la première. En vrai, un journaliste qui veut faire un sujet là-dessus, il va aller voir un média mainstream. Donc, c'est quoi aujourd'hui ? C'est une chaîne de télé, ou une radio. Ça peut être un reportage radio, ou alors un GAFA, Netflix, machin. Il va arriver avec un projet et il va se rendre compte assez rapidement que la thèse qu'il va devoir défendre est la thèse qu'on lui impose. On ne va pas lui donner les clés. Comme Gérard Lenormand, que tu as reçu peut-être, voici les clés de la maison. On ne te donne pas les clés. J'ai reçu Daniel Guichard. Guichard, ouais, je confonds. Lui, il va au centre de tir. J'ai vu. C'est des vieux de la vieille. Bon, ils sont super. Alors attends, je continue. Donc, quand le journaliste propose son sujet, mettons, il veut faire, imagine, il dit, il y a peut-être un problème avec l'affaire Dutroux. Dutroux, prédateur isolé. Moi, je pense qu'il y avait plutôt un réseau. Les mecs, ils vont lui dire, non mais attends, t'es gentil, mais tu sors. Donc ça a été jugé, l'affaire a été jugée, la marche blanche a servi à rien à Bruxelles, on s'en fout, ça n'intéressera pas les gens, et voilà comment on évacue à chaque fois le sujet. À chaque fois, il est évacué, ou alors, c'est des trucs... il lance des émissions autour de ces thèmes pour montrer que nous étions à l'époque de dangereux personnages qui salissaient et qui calomniaient sans preuve et sans savoir et en payant des prostituées. Outreau, ça a été un petit peu c'est un naufrage. Outreau, maintenant, les gens sont en train de comprendre. Toi, tu maintiens et tu continues. Je maintiens, mais tout le monde l'a compris maintenant. Il n'y a que les mainstream, mais les mainstream, ils ne bougeront pas une oreille. Si, d'ailleurs, ils commencent à bouger une oreille. Parce qu'en fait, ils ont les foies. Parce qu'ils voient bien que c'est bien de faire un média, mais il faut avoir du public. Il faut bien que les gens te croient, qu'ils t'écoutent. Or, les gens, ils regardent, ils se marrent, ils disent « Moi, arrête !» Et c'est devenu que ça. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les voix... Dupond-Moretti, par exemple, là, si tu l'avais devant toi, tu lui dirais quoi ? Je lui parlerais d'Outreau. Je lui dirais qu'à Outreau, il a
tétanisé de peur des gosses qui étaient victimes d'un réseau pédocriminel, qu'il y avait 55 clients qui venaient, que finalement on a jugé 12 personnes, que ces personnes ensuite ont été acquittées, et que quand tu parles à Shérif Delay, une des victimes, et à ses frères Jonathan et l'autre c'est Dimitri, les 3 te disent la même chose, c'est que parmi les 13, il y en avait 7 qui étaient réellement coupables. Et que sont devenus les autres? On parle de 55 au départ. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait, Dupond-Moretti? D'abord, il s'est fait connaître. C'est là où il est apparu. Avec sa grosse voix, son tempérament. C'est facile d'avoir une barbe et d'être gros et de gueuler en faisant comme ça peur à des gosses, tu vois, à des enfants qui ont été violés pendant des années. Tout ça pour retourner l'affaire, pour faire une ridicule commission de parlementaires, pour aller chouiner. Et grâce à ça, la parole de l'enfant, grâce à Outreau, plus personne ne la prend au sérieux. Plus personne. C'est-à-dire un gosse qui dit j'ai été violé, un gosse il peut pas inventer ça. Tu comprends ce que je veux dire? Aucun enfant ne va faire des dessins où on voit des hommes avec des cagoules et des toges et qui font du mal à des enfants et où aucun gosse ne peut dire papa m'a mis son zizi dans la bouche, sauf s'il l'a fait. C'est-à-dire ça lui monte pas au cerveau. Un enfant peut mentir évidemment. Il peut mentir mais pour des conneries d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Qui a piqué la barre Mars que j'avais mis sur la table? Pas moi! Ok, mais ça c'est des trucs de gosse. Un enfant ne ment pas là-dessus. Aujourd'hui, quand un enfant se plaint, on ne l'écoute pas. Et on a une armée d'experts qui entendent les enfants et qui sont à la solde des Bensoussan et compagnie, qui sont les master chiefs de l'expertise judiciaire et qui à chaque fois démontent ce que disent les enfants. Et du coup, on se retrouve avec des mamans qui sont obligées de fuir à l'étranger ou qui se retrouvent... Tu as suivi l'affaire de Priscilla Majani. Cette femme qui est en tôle parce qu'elle avait emmené sa fille en Suisse pour se planquer et par hasard cet été, à un contrôle routier en Suisse, elle avait été fichée Interpol quand même, alors que son mari abusait de la petite. Elle est allée se cacher pendant 11 ans. Aujourd'hui, elle dort en prison. Voilà où on en est grâce à Outreau. Sur l'affaire Lola, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Quelle est ton analyse? J'ai mis 2 personnes dessus. C'est très difficile parce que les flics, c'est... Au début, ils ont parlé. Ils se sont fait taper sur les doigts d'avoir parlé parce qu'ils ont donné des détails. On a eu beaucoup de détails dont, bizarrement, aujourd'hui, on ne parle plus. Et qui nous indiquent qu'il s'agit d'une sorte de crime rituel. Parce que sinon, pourquoi au marqueur ce 0 et ce 1 sur les pieds de la petite? Pourquoi l'égorgement? Pourquoi le viol? Ça ressemble à un sacrifice rituel satanique. Alors, de 2 choses l'une. Et les experts ont vu la Dabia, là, et ils ont dit « Ah non, elle n'est pas folle ». Alors moi, humainement... Oui, il y a le problème de la responsabilité pénale. Hein, c'est ça. On aurait dit « Elle est folle ». Nous, on aurait dit « Bah tiens, comme par hasard, on ne saura jamais, elle ira à l'asile, et puis bon ». Donc là, il y aura peut-être une contre-expertise, et elle sera décrétée folle. Ou alors... comme Jean-Luc Brunel ou Epstein, elle va glisser sur une savonnette et mourir bêtement en se cassant le rocher, tu vois, en prison, ou avaler des barbituriques qu'on a trouvé de Dieu sait comment. Pour moi, cette affaire, ça ne peut pas... Mais je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Hein. Je te dis, j'ai mis 2 personnes, et j'essaye, mais c'est vraiment compliqué. Vous êtes combien en enquêteurs au sein de... On est une petite dizaine entre le magazine et la plateforme. Mais une fille de 24 ans, qu'on me présente d'abord comme une SDF, folle, et que finalement je découvre que c'est une espèce de tiktokeuse, instagrammeuse, maquillée, qui se dandine sur du rail, machin et tout. Déjà, je me dis, elle n'est pas trop SDF, ça va, elle n'a pas l'air elle part en vacances, je ne sais pas où, il y a des palmiers, bon, ça va pour elle, tu vois, on ne va pas pleurer. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment une fille comme ça, de 24 ans, peut faire ça et violer une petite fille de 12 ans. Ça tient pas. C'est pas possible. Dans les annales, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc forcément... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Si tu veux... ce genre de crime n'est jamais commis par une fille qui a le double de la personne. 24 ans, c'est très jeune. Elle a des copains, elle a une vie sexuelle. Sa vie sexuelle, on la connaît. Enfin, on la connaît mal, mais on sait qu'elle avait une vie sexuelle normale et qu'elle n'était pas attirée par des enfants, surtout des petites filles, en l'occurrence. Donc, pour moi, il y a intervention.
Il y a eu intervention d'autres personnes. Mais ça, peut-être la police le sait, mais peut-être elle n'a pas envie de le dire parce qu'elle enquête et il faut lui laisser le temps d'enquêter. Qui est subliminale, qu'on va peut-être te balancer, c'est la fameuse accusation de complotiste. Et quel complotiste ? Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances, tous ces gens qui parlent... Si réfléchir par soi-même, non, mais je dis ça parce se poser des questions, être curieux et essayer de rester au contraire d'une logique implacable, c'est être complotiste, alors je ne sais pas ce que c'est qu'être comploteur. Tu vois, un comploteur, c'est quelqu'un qui, dans l'ombre, organise une soirée à motif satanique où il y aura sacrifice. Ça n'existe pas. Maintenant... Toi, tu penses qu'il y a des réseaux organisés, mondiaux. Ouais, non, mais c'est là-dessus que tout le monde, évidemment, veut t'entendre. Mais c'est pas des réseaux organisés mondiaux. Si, il y en avait un, c'était Epstein. Parce qu'Epstein, c'est le résultat d'un véritable réseau organisé mondial. Avec plein de gens qui sont encore mouillés. De chantage sexuel à très grande échelle, avec intervention des services secrets et de la mafia. Un deal qui a été passé pendant la Seconde Guerre mondiale entre les mafias italiennes, etc., à New York, et les services secrets américains. Ils ont monté une opération, et l'opération a continué. Et Epstein est arrivé très tard après. Ça a toujours existé. Ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle le compromat. Je vais te compromettre. C'est-à-dire pour te tenir, c'est ça. Je vais te tenir, mais très facilement, je vais te tenir. Et Epstein, tu penses que c'était pour... c'était son rôle. Le bras armé d'autres forces mais là évidemment, pour, et c'est comme disait l'autre, un Playmobil dans un lavabo par rapport à... Donc il y a d'autres gens derrière Epstein, c'est ça que... Attends, oui, au-dessus. Et certains... comment t'expliques que ça sorte pas? Bon, il y a toi qui en parle, mais qui t'époumonne aussi un petit peu, parce que c'est compliqué. Comment je m'époumonne? Non, mais c'est difficile. Je fume trop, mais je ne m'époumonne pas, monsieur. Non, mais c'est difficile de trouver des preuves pour affirmer et corroborer ce que tu dis. Je ne sais pas ce qu'il te faut. On en balance tous les trimestres dans l'envers des affaires. On en balance dès qu'on en a sur Twitter, sur la chaîne YouTube, maintenant sur carlzero.tv. Comment t'expliques que ce soit repris par personne, nulle part? Mais parce que tout le monde a peur. Quand tu es journaliste, tu n'es pas libre, tu es appointé. Ton but, c'est quand même de rentrer chez toi entier le soir à 18h et que demain, tu iras encore au bureau. Et tu penses que ta vie serait... Toi-même, tu pourrais être... Tu as été menacé, par exemple Mais moi, moi, j'ai été menacé comme un malade du temps du vrai journal. J'ai même vécu 2 ans avec un garde du corps. Donc, je connais par cœur, j'ai eu tout. Donc, oui, évidemment, à tout moment. À tout moment. Mais après, si tu veux, c'est compliqué. Si demain, je passe sous un bus... c'est peut-être parce que tu seras passé sous un bus tout court. Et bien sûr, pas forcément... ça sera l'explication. Non, mais nous venons d'apprendre la mort de Carl Zero. Malheureusement, un bus lui est passé dessus. Jean Dernalier est bien tombé de vélo. Jean Dernalier est bien tombé de vélo. J'y étais. Tu y étais derrière le vélo? Non, j'y étais. C'est même moi qui suis allé reconnaître son cadavre à la morgue à Trouville. Mais non. La veille au soir. La veille au soir... on se croise. Et il me dit, demain, on va déjeuner ensemble chez Pépère Poulet. C'est le nom qu'on avait donné à un mec qui faisait des poulets rôtis. J'ai dit, ok, Jean Ederne, pas de souci, on va se marrer. Bon. 11h du matin, je vois débouler un copain chez moi, il me dit, Jean Ederne est mort. Je dis, mais non, on déjeune à 13h. Il me dit, non, il est mort, et écoute, en fait, on a un service à te demander, est-ce que tu peux venir avec nous? Il y avait sa petite fiancée blonde, et puis un mec qui est devenu éditeur depuis. C'était un peu, à l'époque, c'est Factotum. Et nous voilà partis à la morgue de Trouville. Eux, ils n'avaient pas ils avaient trop de peine. Moi, Jean Ederne, je le connaissais comme ça. Il m'avait fait des plans foireux de chez Foireux. Il était très drôle, mais il n'était pas très sérieux. Je te raconterai après si on a... Mais pourquoi je te parle de ça? Parce donc là, on m'a ouvert le casier et j'ai vu le Jean Ederne. Et le médecin m'a dit, c'est bien Jean Ederne. J'ai dit, ça, il n'y a aucun doute. C'était un accident là-dessus. Ah oui, c'était un accident. Voilà, d'accord. Je crois que c'était un accident, franchement. D'accord. Avant de switcher sur Utréon, on a l'habitude de... Non, tu voulais me traiter de complotiste il y a encore 2 minutes. C'était à propos de quoi? Non, c'était à propos de tout ce que tu disais, réseau satanique derrière le procès. Enfin, derrière le procès de Lola, l'affaire Lola. Tu penses que derrière, par exemple, Lola... Alors Lola, non mais soyons sérieux 2 minutes, parce que sinon, effectivement, on va se faire traiter de complotiste. L'affaire Lola, c'est une affaire complexe, c'est une affaire où il faut laisser la police travailler. Mais c'est une affaire où on espère que la police nous dira tout si ça va plus loin que ce qu'on en sait aujourd'hui. Voilà ce que je dis. C'est la police nous dira peut-être pourquoi cette personne n'avait pas été expulsée, puisqu'elle était sous le coup. Ça, c'est un propos zémourien que je ne veux pas écouter.
Ah ouais. Ça n'est pas mon problème. Ça n'est pas mon problème. La pédocriminalité n'est pas le fait de gens d'origine algérienne ou bien marocaine. Entendu, je n'ai absolument jamais dit ça. Sauf que commencé à le dire, non, pas du tout. Elle aurait été expulsée. Ce drame n'aurait pas eu lieu. Est-ce que c'est factuel, ça, ou pas? Ouais, bon, bien sûr, non, mais bien sûr. Non, mais demander des comptes et des explications à la justice sur ce thème-là, c'est pour toi faire le jeu de Zemmour. C'est annexe pour moi. Véritablement, c'est annexe. Ce qui est grave, c'est ce qui est arrivé à cette petite. C'est pas le fait qu'on n'ait pas reconduit à la frontière Dabia B. Ça, c'est moins grave pour moi. Ce qui est grave, c'est ce qui arrive à la petite Lola. Si Dabia B avait été reconduite à la frontière, la petite fille ne l'aurait jamais recroisée. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, ok, on peut le voir comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on règle le problème de la pédocriminalité. Parce que Fourniret, on l'a jamais reconduit à aucune frontière, il était chez lui. Alors, mon cher Karl, avant de switcher sur Utréon et notre chaîne Les Incorrectibles Plus, un petit mot aussi sur cette autre actualité, bien sûr très riche, c'est celle de ta revue que tu as lancée il y a un peu plus d'1 an, c'est ça, L'Envers des affaires, donc? Oui, numéro 7, donc on est presque à 2 ans, c'est un trimestriel. L'Envers des affaires traite d'affaires, alors on parle évidemment beaucoup de pédocriminalité, mais pas uniquement. Non, et alors tu parles d'un sujet, justement c'est là-dessus, pardon, mais comme le temps nous avait compté, je voulais aussi te faire réagir, tu parles également de la question du changement de sexe dès l'enfance, et tu veux alerter sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il t'a semblé important d'alerter l'opinion sur ce sujet? Eh bien simplement parce que, si tu veux, dans le cadre de mes recherches autour de la pédocriminalité et des enfants, je me suis rendu compte que, insidieusement, subrepticement, il y avait une circulaire Blanquer qui avait été adoptée à l'école et qui permettait aux enfants de décider à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, de changer de sexe et donc de changer de prénom et de pronom, il ou elle, et de prénom, Eric, tu deviens Erika. Bon, parce que tu as décidé à 5 ans ou 6 ans que tu te sentais plutôt une fille. Admettons, mais ça peut aussi te passer, cette idée. Tu vois, c'est pas parce que tu as commandé pour Noël, alors que tu es un petit garçon, un beau poupon, que tu es forcément en train de devenir un transgenre. Or, il y a tout un travail souterrain de ceux qu'on appelle les transactivistes qui sont vent debout et qui ont gagné. Ils ont gagné puisque la circulaire, elle est passée et que l'enfant peut le faire. Au nom de quoi? Au nom d'un truc qu'ils ont inventé qu'ils appellent l'autodétermination éclairée. Donc un enfant, à 4 ans, il ne voit pas la Vierge, il voit l'autodétermination éclairée, il décide, je vais être une fille, et on accepte. Un enfant qui demande à 4 ans, ou à 6, ou à 8 de conduire une voiture, on lui dit, ça n'est pas raisonnable. Qui veut boire un cognac, on lui dit, ça n'est pas raisonnable. Qui veut, et ainsi de suite. En fait, ils sont autorisés à rien, parce que c'est des enfants, sauf à ça. Et donc, on dit, attention, c'est malsain. Pourquoi c'est malsain? Parce qu'on se rend compte que médicalement, et on en parle parce qu'il y a une clinique en Angleterre très célèbre qui s'appelle la clinique Tavistock et qui a traité 10 000 enfants transgenres. 10 000 enfants. Et donc, eux, ils les traitaient. Qu'est-ce que tu veux dire par traiter? Eh bien, ils leur donnaient des hormones pour changer le sexe. Et puis après, ils faisaient des opérations esthétiques pour changer non seulement le sexe, mais par exemple réduire les seins quand il y en avait, ou changer le cou pour avoir un cou plus féminin, etc. Mais ça, ils le faisaient sur des mineurs. Or, on s'est rendu compte depuis, et la littérature scientifique le démontre, c'est que si tu donnes à des gosses des hormones de croissance, ça tue la notion de désir pour plus tard. Donc, on est en train de fabriquer dès maintenant des êtres transgenres, alors que des adultes veuillent changer de sexe, ils ont parfaitement le droit. Et il faut bien comprendre. C'est Marie-Estelle Dupont qu'on a reçue ici sur ce canapé qui disait que c'était extrêmement grave parce qu'il y avait des inhibiteurs de puberté, je crois. Enfin, c'est ça ça a bouleversé tout, quoi. C'est affreux à dire, mais prenons un garçon, si on lui file des hormones féminines, quand il va faire sa puberté, il va garder un tout petit sexe, puisqu'il voulait être une fille, mais peut-être entre-temps aura-t-il changé d'avis. C'est là où c'est terrible. Ça veut dire qu'on sait bien que l'enfance, l'adolescence, surtout l'adolescence, c'est des périodes où on se cherche. Et parfois, on teste des trucs différents. Et là, on est embringué dans un système qui fait qu'à l'arrivée, tu seras un être différent, alors que tu ne l'as pas choisi en réalité de ton plein gré quand tu étais enfant, parce que tu n'es pas capable de juger. Ça n'est évidemment pas un combat contre les LGTB+, queer, tout ce que tu veux, trans.
Mais tu as des trans, et il y en a une qui s'exprime dans l'envers des affaires, qui sont vent debout contre justement l'utilisation de cette idéologie du genre dès l'école, en disant attention aux ravages. Et même moi qui l'ai fait, elle l'a pas fait petite, elle l'a fait grande. Elle dit, c'est jamais gagné en vrai. Même si aujourd'hui je suis femme, je suis bien dans mon corps de femme, je reste au fond de moi-même foncièrement un homme. Donc elle alerte là-dessus sur les ravages que ça va produire sur toute une génération de gosses. Fin de l'histoire. Eh bien, ça tombe bien, c'est le moment de switcher sur Utréon, la chaîne Les Incorrectibles Plus. On va remercier donc tous ceux qui nous ont regardés jusqu'à maintenant. Et bien entendu, on va désormais aborder d'autres sujets sans aucune censure. Donc à tout de suite sur Utréon. Et quant aux autres, je vous dis à la semaine prochaine, donc pour le premier numéro de l'année. Très bonne soirée à tous et surtout d'ici là, restez incorrectibles. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.